Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler de l'irréductibilité du déterminant en tant que polynôme. Bien, on va donner deux preuves. Une élémentaire, très courte, que l'on peut placer à l'agrégation externe, à l'agrégation interne. Vraiment, elle est tellement élémentaire qu'on se demande pourquoi on irait en chercher une seconde. Il se trouve que la seconde, elle est difficile. Elle demande d'admettre des choses qui ne sont pas au programme, etc., etc. Mais elle est hyper instructive, elle est adulte en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est un mot convaincant. En tout cas, elle donne du recul et elle constitue une excellente initiation à la géométrie algébrique. Donc, allons-y. Je signale que entre les deux méthodes, il y a une méthode par récurrence qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie qui utilise finalement une récurrence et la décomposition par rapport à une colonne ou par rapport à une ligne. Bon, on s'en servira implicitement dans la première méthode ici. Alors allons-y. Donc je regarde le déterminant que j'appelle delta comme un polynôme sur un corps K à n2 indéterminé, que sont les grands X, IJ. Et je veux montrer que delta est irréductible, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire? Bon, voilà ma preuve 1. Delta, je suppose que il se décompose en P fois Q, avec P et Q dans cet anneau, et on veut montrer que soit P, soit Q est une constante. Bien. Alors on va poser degré indice IJ de delta, son degré en IJ. Le degré en IJ de delta, c'est égal à 1. C'est quelque chose d'assez simple à voir, parce que vous prenez x, ij, vous développez le déterminant par rapport à la colonne j. Alors vous allez voir qu'il va être de degré 1 en xij, c'est-à-dire qu'il va être de la forme petit a xij plus b, d'accord, a xij comme ça plus b, où a et b sont des polynômes en ces indéterminés, sauf xij. C'est en ce sens-là qu'il est de degré 1. Ça, c'est vraiment le développement du déterminant par rapport à une colonne ou par rapport à une ligne, comme vous préférez. Bien. Alors maintenant, je vais partir de 1, 1. Donc le degré de delta en 1, 1, c'est 1. Donc comme le degré, il fonctionne comme un logarithme, voilà, on va avoir le degré 1, 1 de P plus le degré 1, 1 de Q qui est égal au degré 1, 1 de delta, c'est-à-dire 1. Donc soit degré 1, 1 de P est égal à 1 et l'autre 0, soit 0, 1. On peut supposer, quitte à échanger P et Q, que le degré 1, 1 de P, c'est 1. Voilà, donc on va partir sur cette base-là, et on peut toujours le faire. Alors j'affirme que le degré I1 de P, c'est 1, quel que soit I. Pourquoi? Parce que sinon, supposons qu'il existe un I tel que degré de I1 de Q soit égal à 1. Ça veut dire que delta est égal à A x11 plus b, ça c'est ce qu'on a supposé ici, d'accord? Facteur de c xi1 plus d. Alors bien sûr, vous voyez, a et b sont des polynômes en x ij, mais ij différent de 1, 1, et là en xij, mais pas i1. Bon, d'accord, on a compris. Or, si on regarde bien, là ici, on développe delta, et on va avoir du x11, xi1. Ce qui veut dire qu'on a du degré 2 en la colonne 1. Or, on sait, ne serait-ce que le développement par rapport à la première colonne, qu'on n'aura jamais du degré 2 en la colonne 1, en n'importe quelle colonne d'ailleurs. Voilà. Donc, finalement, en gros, c'est que delta est linéaire en la colonne 1. Voilà, c'est ça le secret du truc. Mais vous pouvez le voir de façon plus concrète, de façon plus pratique, en regardant le développement par rapport à la colonne 1. Donc, il y aurait une contradiction. Ici, on a une contradiction. Et ce qui veut dire que maintenant, le degré I1 de Q est égal à 0. Et donc, on a ça. Bien. Donc déjà, on va avoir de façon linéaire tous les éléments de la colonne 1 ici. Mais j'affirme
que degré de ij de P est égal à 1. Maintenant, pour tout ij. Sinon, pour le ij choisi, on aurait le degré ij de Q égale 1. Dans ce cas-là, on aurait delta qui est égal à A x I1 plus B, facteur de C, x ij plus D. Alors pareil, AB, ce sont des polynômes dans les indéterminés sauf I1, et là, pareil, il ne faut pas prendre ij. Bien, alors ici, maintenant quand on va développer, on va voir que ce n'est pas linéaire par rapport à la ième ligne. Bien. Bon, alors, bien sûr, on utilise le fait que cet anneau est intègre, bien sûr, parce que quand on va avoir AC, on va avoir quelque chose de non nul, donc on a vraiment un terme non nul en xi1, facteur de xij. Et donc, c'est pas linéaire en li. Voilà, parce que si c'était linéaire en li, il n'y aurait pas de terme de degré 2. Bien, donc ça veut dire que quel que soit ij, le degré ij de Q est égal à 0. Donc Q est une constante, et c'est ça qu'il fallait montrer. Voilà. Si on doit en tirer une morale de cette histoire, on s'est servi de quelque chose d'extrêmement particulier qui marche très très rarement sur un polynôme. C'est pour ça que je vais vous donner une autre méthode. C'est que si, finalement, voilà, c'est ça qu'on a montré. Si R est dans un anneau de polynôme à n indéterminé, cette fois-ci c'est x1 jusqu'à xn, et on construit le graphe, d'accord, avec les i de 1 à n, les sommets c'est les i de 1 à n, et i a une arête avec j, si il existe i1, i2 jusqu'à ik, avec i1 égale i, ici vous avez pas i, et ici vous avez j, après vous avez ce que vous voulez, tel que R est linéaire en ce vecteur-là, voilà, eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait avec les colonnes du graphe, d'accord? Donc ici, ce qu'on a dit, on est parti de i égale 1, et puis on a dit, ici, on va avoir un graphe, d'accord, total ici, et puis après, on a pris i, et puis ici, on a touché ij. Donc en gros, on va avoir ici, ce qu'on a montré, c'est qu'on avait un graphe complètement connecté, donc un graphe connexe. Donc si le graphe est connexe, alors R est irréductible. Parce que quand on va factoriser R en P fois Q, eh bien, à partir du moment où il y a un élément qui va se retrouver dans P, tous les autres vont suivre par connexité. Voilà. Deuxième méthode, maintenant, la méthode Chambé. Alors là, une deuxième preuve qui n'a rien à voir. Vous allez voir, elle ne manque pas de recul. Elle demande un petit peu, surtout, de géométrie algébrique. Donc, je fournis au fur et à mesure les outils, mais c'est une belle initiation à la chose, je trouve. Alors, en fait, on va transporter l'irréductibilité de delta, ce que l'on veut, en une irréductibilité de la variété des m telles que det de m égale 0. En gros, qu'est-ce que c'est une variété algébrique? Là, ici, on va se contenter d'une définition très simplifiée. On est dans un espace vectoriel sur K. Et une variété, ça va être l'ensemble des zéros de polynômes, d'une famille de polynômes. Voilà. On s'arrête. Alors, comment l'irréductibilité ici voit l'irréductibilité là? Alors, qu'est-ce que ça veut dire irréductibilité de V? Ça veut dire qu'on ne peut pas décomposer V en V1 union V2, voilà, avec V1 variété, V2 variété, c'est-à-dire 0, ensemble des zéros d'un polynôme, d'une famille de polynômes, sans que VI soit inclus dans VJ pour un IJ. Voilà. Bon, alors, regardons comment on peut voir l'irréductibilité de ça en fonction de l'irréductibilité de ça. Regardez, si delta était de la forme xy, on oublie que delta c'est le déterminant, on pense juste à un polynôme à plusieurs indéterminés. Si c'est xy, notre variété V, ça va être xy, l'ensemble des xy égale 0, c'est-à-dire la réunion des deux axes. Et évidemment, on a deux variétés
qui elles vont être effectivement irréductibles, hein, un axe et un autre axe, l'axe des x et l'axe des y, tel que V est la réunion des deux, hein, sans qu'il y ait inclusion l'un dans l'autre. Et donc, on voit que à partir du moment où ici, ce n'est pas irréductible, bah, ici, ça ne va pas l'être, bien sûr. Mais il y a un second problème qui arrive, donné par l'exemple ici. Vous prenez x puissance k égale 0, et supposons que k soit strictement supérieur à 1, ben, la variété associée à x puissance k, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de E tels que la coordonnée x en question a une puissance k nulle, ben, c'est pareil que x égale 0. Donc en fait, ce polynôme-là, lui, n'est pas irréductible, mais pourtant, la variété, c'est l'axe des y, c'est complètement irréductible. Voilà. Parce que x l'est. Alors, là, on ne voit pas, on n'a pas une entière visibilité, hein, mais ce qu'on peut voir de l'irréductibilité, c'est surtout la partie décomposition en plusieurs composantes irréductibles. Voilà. Donc, allons-y maintenant avec cet exemple en tête. On prend delta égale le déterminant. Et on suppose, on est dans un anneau factoriel, ça c'est un anneau factoriel, et on suppose qu'on a la décomposition de delta produit de pi puissance ki avec les pi irréductibles là-dedans. Quand on a une famille de polynômes, on regarde l'idéal engendré par cette famille de polynômes là-dedans, et ça nous fait une variété. C'est-à-dire l'ensemble des points qui annulent ces polynômes, donc qui annulent tout l'idéal. Maintenant, on va revenir, on va regarder I de V, c'est-à-dire l'idéal, lui, associé à la variété, au lieu de la variété associée à l'idéal. Donc l'idéal associé à la variété, c'est l'ensemble des polynômes P là-dedans, tel que P de M égale 0, quel que soit M dans V. Il est clair que c'est un idéal de ça. Alors, ce que dit le théorème des zéros de Hilbert, c'est que quand on fait un aller-retour, c'est-à-dire on est parti du déterminant ici, et on est allé chercher la variété correspondant à ça, et on est revenu ensuite, alors on prend le radical de l'idéal. C'est-à-dire ici, si on peut toujours supposer que le corps est algébriquement clos pour l'irréductibilité du polynôme, quitte à plonger dans un corps algébriquement clos, eh bien ici, on va avoir l'idéal engendré par le produit des PI, c'est-à-dire que les multiplicités ont disparu. C'est exactement l'exemple qu'on a vu ici. Voilà. Alors maintenant, je vais montrer qu'il peut y avoir qu'un seul polynôme là-dedans. D'accord? Donc ça, j'ai utilisé le théorème des zéros de Hilbert, qui demande le fait que le corps soit algébriquement clos, mais ça, c'est pas cher. Alors, regardez maintenant, on va regarder ce qu'on appelle un morphisme de variété. Finalement, ici, pour nous, de E, un morphisme de variété, c'est juste quelque chose de polynomial. Donc, de K polynomial. Hein. Donc ici, on va avoir de Mn de K croix Mn de K, ça c'est un espace vectoriel, hein, bien sûr, que j'appelle E. Et à AB, j'associe à, je multiplie à gauche et à droite, la matrice diagonale avec que des 1 et un seul 0 à la fin. Bon. Déjà, ça va dans V, c'est clair. Parce que le déterminant ici, ben, ça va être forcément 0 à cause de ça. Donc c'est bien défini. Maintenant, j'affirme que c'est surjectif. Pourquoi c'est surjectif? Parce que je prends une matrice M dans V, son déterminant est nul, et donc on a un rang ici qui est strictement inférieur à N. Voilà. Donc ça, c'est le rang de M. Donc, je sais, par le théorème du rang, que M est égal à P fois cette matrice avec R1 et N-R0 sur la diagonale ici, fois Q. P et Q sont inversibles. Bon, ça, on connaît bien ça. Mais maintenant, on se rend compte que les N-R dernières colonnes de P ne servent à rien à cause de ça, et les N-R dernières lignes de Q ne servent à rien. Donc, on peut virer toutes ces dernières colonnes ici
et ces dernières lignes, les remplacer par des zéros, et obtenir ainsi une matrice A, B. Ici, donc, je remplace les n-r dernières colonnes par que des zéros, j'ai une matrice A. Et là, pareil, avec des lignes, j'ai une matrice B. Et là, ici, je peux mettre vraiment ce que je veux, hein, ici. Et en particulier, je peux mettre des 1 jusque-là. Voilà. Toujours. Donc, maintenant, eh bien, j'ai montré la surjectivité. Ça veut dire quoi? Comme phi, c'est un morphisme de variété, c'est-à-dire que, bon, pour nous, c'est que des polynômes, hein, parce que c'est que de la multiplication, hein, et de la combinaison linéaire, eh bien, supposons que V soit réunion finie de VI, alors E, l'espace E, serait réunion finie de EI, puisque on a la surjectivité, donc phi moins 1, donc E, c'est phi moins 1 de V, l'image réciproque, eh bien, ce serait la réunion des phi moins 1 des VI. Et comme ici, ils ne seraient pas inclus les uns dans les autres, ici non plus. Et ça voudrait dire qu'on ait une famille finie, ici, de polynômes, qui annule toutes eux. Bon, mais ça, c'est pas possible. Voilà. On n'a pas une famille finie de polynômes qui annule toutes eux sur un corps comme ça, algébriquement clos, infini. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, cette variété-là est irréductible. Elle ne peut pas se décomposer en réunion finie de sous-variétés, ce qui veut dire que ici, on n'a qu'un seul polynôme, hein, là-dedans. Sinon, ça se décomposerait, hein, en des choses, en une réunion finie, hein, de variétés. Donc, maintenant, comme V est irréductible, là, je tombe sur le problème delta. Non, il n'est pas forcément encore irréductible, c'est un P puissance K. Alors, je veux montrer que K est égal à 1. Sinon, par l'absurde, K est strictement supérieur à 1. Donc, je vais prendre une matrice de V, mais qui est de rang n-1. Vous allez voir pourquoi je la prends de rang n-1 un peu plus tard. Donc, le déterminant de m égale 0, donc ça veut dire que P puissance K de m égale 0, donc P de m égale 0, exactement comme dans l'exemple ici. Mais maintenant, je vais regarder la différentielle de delta en m, appliquée à h, et si K est strictement supérieur à 1, le fait que P de m soit égal à 0, vous pouvez par exemple regarder une série de Taylor, hein, delta de m plus h est égal à pk de m plus h, et vous faites p de m plus h avec p de m égale 0, donc le premier terme c'est la différentielle, elle va être à la puissance k, donc si k est strictement supérieur à 1, vous allez avoir une différentielle nulle de votre delta de m en h. Donc ça fait 0, mais on connaît la différentielle du déterminant, c'est la trace de la transposée de la comatrice fois appliquée en h, multipliée par h. Donc ça, c'est ça. Hein. Bon, alors je dis que c'est un petit peu connu, et d'après les propriétés de la forme trace, ça voudrait dire que m, ceci, donc ça voudrait dire qu'on aurait 0 quel que soit h, et donc ça voudrait dire que m tilde de h égale 0. C'est pour ça qu'on a pris une matrice de rang n-1, c'est qu'elle a des mineurs non nuls de taille n-1. Ça, c'est assuré par un théorème du rang. Et donc ça, c'est absurde, parce que ça voudrait dire que la transposée de la comatrice serait nulle, donc la comatrice serait nulle aussi, et ça, c'est impossible. On sait qu'il existe des mineurs de taille n-1 non nuls, et ça achève la preuve Chambé.